Oui, bonjour à tous. Il va être question de formation continue, de certification personnelle régulière, contrôlée d'ailleurs, et de l'accréditation des équipes en radiologie. Et du point de vue des patients, c'est extrêmement important parce que euh, de temps en temps, heureusement c'est pas si courant, les patients qui sont dans une situation qui est un peu angoissante parce que quand on passe une radio, c'est généralement qu'on a quelques inquiétudes. Il n'y a pas de maltraitance, mais ce que j'appellerais une non-bientraitance. Et plus les professionnels seront formés, seront à l'aise dans le développement des technologies, seront à l'aise dans les relations qu'ils peuvent avoir avec les patients, et mieux tout le monde se portera et le résultat sera sans doute bien meilleur. Donc il y a d'une part l'amélioration des connaissances en permanence parce que l'imagerie médicale évolue extrêmement vite, mais il y a également du temps qui va être donné pour s'occuper encore mieux des patients. Et le temps que la technologie fera gagner peut être mise à avoir une très grande utilité pour une meilleure relation entre les praticiens et les patients. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans la situation actuelle, on est bien conscient que tout ça peut sembler hors somme, mais au contraire, c'est maintenant qu'il faut travailler sur la qualité encore plus qu'avant, d'où l'importance de ce webinaire qu'on vous présente. Donc le problème de qualité, il concerne à la fois les médecins et les patients, avec les droits et devoirs des patients, avec la formation des patients qui se met en place, avec évidemment les usagers, il n'y a pas que des patients, il y a des usagers, les professionnels en activité, ceux en formation, avec un exemple typique de l'urgence entre la vraie urgence médicale, au sens médical, et l'urgence ressentie par le patient qu'il faut traiter, évidemment, mais peut-être pas de la même manière et peut-être pas dans la même temporalité. Le premier gage de qualité, évidemment, c'est d'avoir un professionnel de santé qui prenne en charge un patient. Et ce premier gage, ce premier point n'est même pas actuellement forcément assuré partout et tout le temps. Rappelons également que la qualité est un coût et qu'on ne peut pas se voiler la face par rapport à ça. Bien, merci Claire. On a vu un peu le paysage et peut-être pour commencer ce webinaire, je souhaiterais donner la parole au professeur Jean-Nicolas Daché qui représente l'ODP-CERIM et la FM-CERIM pour Jean-Nicolas t'interroger sur les actions en cours qui ont été menées en radiologie notamment. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler de façon un peu succincte déjà ce que c'est que la formation médicale continue, le développement professionnel continu? Oui, merci Alain. Tu as été un peu coupé pendant ton introduction, mais je vais essayer de répondre à ta question. Donc effectivement, la radiologie s'est mise en état de marche depuis maintenant pas mal d'années pour essayer d'organiser une formation médicale continue de qualité. Pour cela, il a été créé une structure qui s'appelle la FMC RIM. Donc c'est facile à décoder, formation médicale continue de la radiologie imagerie médicale, dont le but essentiel est de délivrer des formations qui sont utiles aux professionnels, qui sont donc plébiscitées par les professionnels, qui vérifient d'éventuels conflits d'intérêts, ça c'est un élément qui est très important, qui évalue la qualité des formations, c'est-à-dire que les enseignés font un retour sur la qualité des formations et les attentes qu'ils ou elles ont vis-à-vis de formations ultérieures. Donc ça, c'est une première structure qui est très organisée depuis pas mal d'années et que vous retrouvez sur le net avec un agenda qui est très, très touffu. J'ai regardé l'agenda, par exemple, du mois qui vient, il est vraiment très important. Et puis, à côté de ça, il y a un organisme de DPC. Alors, il y a plusieurs organismes de DPC, mais il y a notamment un organisme de DPC qui s'appelle l'ODPC RIM, qui a une double mission, donc d'organiser des développements professionnels continus selon les règles qui ont été dictées par la Haute Autorité de Santé, donc qui associe une étape, un pré-test, une étape de formation théorique et une étape qui est la plus compliquée à mettre en place, qui est l'évaluation des pratiques professionnelles. L'évaluation des pratiques professionnelles auxquelles les radiologues commencent vraiment à s'intéresser parce qu'ils deviennent des vrais acteurs de leur formation.
Et la deuxième mission de l'ODPC-RIM, à côté du DPC, de l'organisation des DPC sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, c'est effectivement l'accréditation en équipe, hein, qui consiste essentiellement à analyser en équipe des événements indésirables, des complications qui ont pu survenir dans un service, par exemple, et de les analyser, bien sûr, en essayant d'y trouver des remèdes et de les appliquer en équipe. Et donc, voilà un petit peu, pour faire très succinct, les missions de ces deux organismes. Du coup, on voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent et qu'on évolue vers la certification périodique. Professeur Uzan, vous avez produit un rapport sur la certification périodique. Vous êtes vice-président du Conseil national de l'ordre. Est-ce que vous pourriez nous en faire part, nous parler de vos conclusions, des attentes et des besoins? Alors, en fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Je pense que c'est inscrit dans l'ADN des médecins que de vouloir justifier la confiance que leur font les patients par la conscience de leur exercice, c'est-à-dire maintenir leur connaissance et leurs compétences. Et ça, je crois que vraiment, ça s'exprime dans l'article 11 du Code de déontologie, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, les médecins ayant fait part de leur volonté de rentrer dans une démarche vertueuse de vérification du maintien des connaissances, non pas de vérification, mais de se donner les moyens de maintenir leurs connaissances, et puis en partant de l'exemple de ce qu'il y a dans beaucoup de pays en Europe et ailleurs, on nous avait demandé en 2017 de produire ce rapport, et je dois dire que il y avait une volonté très majoritaire chez les médecins d'adhérer à cette démarche. Et donc, on avait, dans un premier temps, imaginé une procédure qui soit applicable pour les futurs diplômés à partir de 2023, et que pour les autres, elle serait basée sur le volontariat. Donc, oubliez cette notion. Tous les médecins sont soumis à certification périodique à partir du 1er janvier 2023. La seule différence entre les anciens et les nouveaux, c'est que les anciens ont jusqu'à 2032, ils ont 9 ans pour leur première période de certification, et les nouveaux jusqu'à 2029. Mais vous voyez que l'échéance, c'est pas demain matin. On va pas tous être obligés d'être certifiés au 2 janvier 2023. Ça débute là. Mais je voudrais quand même rappeler qu'entre-temps, l'obligation triennale de DPC, qui elle existe depuis 2017, elle est toujours présente. Et l'ordre des médecins devrait pouvoir, alors on est en train de le faire de façon rétroactive, en plus il y a eu le Covid, mais il y a eu donc 2 périodes, 2017, fin 2019, et la période actuelle qui va de 2020 à 2022. Donc j'incite les médecins quand même à remplir cette obligation. On en a à peu près 50 000 qui l'ont fait. Vous voyez, on est loin des 250 ou 300 000 médecins, mais ça veut dire que c'est faisable à condition de respecter un certain nombre d'éléments. Et sur le site de l'ordre, on a bien détaillé tout ça, et je ne vais pas le détailler ici, sur de quelle façon on peut contacter son CNP, la FSM pour les spécialistes en général, ou le CMG pour les médecins généralistes. Donc, cette obligation triennale de DPC, elle perdure, elle est là. J'espère qu'elle constituera la partie formation continue de la certification. Et je suis à peu près certain que ce sera le cas, au même titre que l'accréditation dont l'HAS nous parlera et qui vaut DPC, je rappelle que l'accréditation vaut DPC, fera partie également de la partie qualité. Donc vous voyez qu'on en arrive déjà à 2 items sur 4 que beaucoup de médecins ont engagés, et votre structure de certification et d'accréditation par équipe va tout à fait dans ce sens, individu, équipe, c'est très important. Alors il reste 2 choses dans la certification qu'on a introduites dans le rapport et qui ont été suivis. La première, c'est témoigner d'une démarche se préoccupant de la relation
avec les patients et moi j'ai envie de dire aussi les usagers. Le dépistage, la prévention, on n'a pas affaire à des patients mais à des usagers. En tout cas, témoigner de cette démarche. Et je pense que l'HAS, qui a beaucoup de produits à nous proposer là-dessus, pourra remplir cette case ou en tout cas nous aider à la remplir là-dessus. Étant entendu qu'il ne s'agit pas. Un jour, on m'a dit, mais pourquoi pas faire une espèce de TripAdvisor sur les médecins et les patients mettraient. Il n'en est pas question. Il faut que le médecin démontre de sa volonté de cette démarche, volonté dont la plupart des patients ne doutent pas, mais qu'il faut objectiver. Enfin, le dernier point que nous avons ajouté, c'est donc le 4e de la certification, c'est la santé au travail des médecins. Alors, on a pensé que c'était la santé des médecins et que la question était de produire un certificat médical ou une attestation de bonne santé. C'est pas du tout ça. C'est a-t-on les moyens et se donne-t-on les moyens d'avoir un exercice dans des conditions de santé qui sont bonnes. Là-dedans, il faut intégrer, par exemple, le repos post-garde, qui fait partie des critères de qualité de santé. Le fait de ne pas avoir une consultation où on vous force à faire de l'abattage avec un malade toutes les 10 minutes et après, il ne faut pas s'étonner que certains patients arrivent en disant « on m'a maltraité ». Donc, dans bien traiter les patients, il y a aussi bien traiter les conditions de travail du médecin. Ça, ce sont les points. Alors, il y a d'autres points qu'on avait demandé. Il y en a un sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'on avait dit, certes, certification, mais aussi valorisation. L'accréditation est associée à une certaine valorisation. Valorisation assurantielle, valorisation du médecin qui peut exciper de son statut d'accrédité, eh bien nous voudrions que ce soit la même chose. Et pour les médecins de ville, même si moi j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital, je pense qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de critères tenant compte de l'expérience du médecin qui, à sa 2e ou 3e certification, témoignerait d'une légitime demande d'accéder à une reconnaissance, y compris financière, de ces certifications régulières. Alors, il y a d'autres points qui ont été soulignés dans ce rapport. Je ne peux pas tout évoquer. Je ne vous incite pas à le lire à moins de problèmes d'endormissement. Vous pourrez le trouver sur Internet. À mon avis, à la moitié du rapport, le problème est réglé. Vous ferez comme ça des économies de somnifères. Mais toujours est-il que nous avions insisté dans ce rapport pour que ce ne soit pas une usine à gaz. Et là, c'est aux professionnels des disciplines que je m'adresse. J'ai vu certains CNP, je ne veux pas dire lesquels, où la certification passait par une épreuve que même les patients les plus tordus n'auraient pas osé imaginer, avec des critères à n'en plus finir, etc. Alors bien sûr, on peut toujours être la discipline qui est la plus difficile à être certifiée. Je crois qu'il ne faut pas non plus être la plus facile, mais il faut être raisonnable. Et c'est là où ce qu'évoquait Claire Boutet, dans le contexte actuel, il ne faut pas trop charger la barque et il faut aller doucement vers une légitime amélioration. Deuxièmement, tous les modes d'exercice doivent trouver leur chemin dans cette certification et que probablement certains modes d'exercice nécessiteront des discussions entre CNP. Je prends un exemple qui n'est pas celui des radiologues, mais un exemple, la médecine du sport, elle est exercée par des généralistes, par des cardiologues et par des gens qui font de la médecine de rééducation, etc. Et donc, il y a des discussions qui sont là. Il y a des modes d'exercice très partiels qu'il faut mettre là-dedans. Et puis alors, je ne sais pas si j'ai évoqué tout ce qui est ce que je voulais évoquer, mais il va y avoir un Conseil national de la certification. Je pense, alors d'abord, je pense que je vais en faire partie, puisqu'il est probable que je représente l'ordre encore pour 3 ans dans ce Conseil, qui est en train de se constituer, où il y aura quand même des médecins, pas suffisamment, mais je vous rappelle que la certification, c'est toutes les professions de santé, c'est-à-dire les 7 professions à ordre. Infirmiers, kinés, etc., nous ne serons plus majoritaires, loin de là-dedans. Mais je pense que nous saurons faire entendre notre voix et que c'est aussi une réflexion transdisciplinaire que va nous imposer cet exercice du Conseil national
de la certification. Et puis voilà, alors on me demande toujours, je ne sais pas pourquoi on commence par me dire c'est quoi les sanctions si on ne le fait pas, plutôt que de parler des sanctions qui tomberaient en 2029, enfin ou en 2030 ou en 2033, on a le temps de voir venir, il vaut mieux parler, informer, comme on le fait aujourd'hui, expliquer, simplifier, c'est le rôle des CNP et des professionnels, et puis accompagner, c'est le rôle de l'ordre. Alors bien sûr, in fine, ça se terminera à l'ordre qui est chargé de la vérification du parcours, c'est sa mission, mais je préfère parler du parcours en lui-même que de la fin du parcours. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer, mais peut-être que certains d'entre vous ont des questions à me poser correspondant à des points que je n'ai pas évoqués ou qui méritent d'être développés. Voilà. Je vérifie, j'ai tenu 6 minutes, c'est bien. Je m'auto-satisfais et je m'auto-certifie. Le professeur Daché va prendre la parole. J'avais une question à vous poser, Serge, sur justement l'obligation pour les établissements de santé de contribuer au DPC, notamment de leurs administrés, qui est parfois un problème qui nous remonte dans les organismes de DPC. Certains collègues éprouvent des difficultés, alors soit à obtenir un financement pour des DPC qu'ils ont ou qu'elles ont eux-mêmes choisis, soit une autre critique qui remonte, c'est que les établissements aimeraient bien orienter les DPC de leurs collaborateurs vers des thématiques qui ne sont pas forcément en rapport avec la profession exercée. Alors, premièrement, l'ordonnance qui régit réglementairement, enfin légalement même ce dossier, parle pour les médecins salariés de l'avis de leur employeur. Je pense que le Conseil, pardonnez-moi un instant, et donc, si vous voulez, le principe est que les médecins doivent garder un droit de regard sur le parcours qu'ils vont faire. Et ça sera le rôle des CNP aussi, qui vont labelliser des formations. C'est-à-dire que si l'employeur dit « moi je veux une formation incendie » et que le CNP de la discipline du médecin dit les formations incendie, c'est pas dans les priorités qu'on veut, eh bien c'est là où il y aura des arbitrages. Deuxièmement, il faut que les employeurs, y compris hospitaliers, participent au financement de cette formation. En fait, il y a beaucoup de voies du financement. Il y a actuellement une mission IGAS qui est en train, au moins, l'intérêt de ce rapport, ça sera de voir les différentes formes de financement. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont totalement sous-utilisées parce que cet argent est utilisé à autre chose. Donc, il va falloir voir ça. Donc, il faut qu'il y ait un financement pour exiger qu'il y ait ça. Mais la seule façon d'arriver à cela, ça sera de dire aux établissements, pour être accrédité en tant qu'établissement, eh bien, il faudra que les gens qui travaillent chez vous soient certifiés ou accrédités, ce qui me paraît légitime. Aujourd'hui, alors vous connaissez ma comparaison, je ne sais pas, j'ai dû vous la servir déjà, c'est comme si on disait aux pilotes d'Air France, vous devez vous former, mais par contre, pour ce qui est du matériel qu'on vous donne, ce n'est pas vos oignons. Non, les pilotes vérifient leur instrument de travail et ont droit de regard sur les moyens de leur formation et de leur instrument de travail. Merci beaucoup. Et un message vraiment d'appropriation des programmes de formation et demain de certification périodique. Alors justement, la profession radiologique s'est vraiment emparée de la thématique jusqu'à présent de l'accréditation. Et peut-être c'est l'occasion de donner la parole au docteur May Michelangeli qui représente la Haute Autorité de Santé. Justement, est-ce qu'on a raison de faire finalement peut-être un lien entre accréditation des équipes et demain certification périodique? Bonjour, merci beaucoup. Alors bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais effectivement, comme vous le savez, l'accréditation des médecins et des équipes médicales s'adapte au contexte et à la maturité de la démarche. Donc après avoir développé l'accréditation en équipe monodisciplinaire, qui a été privilégiée par les radiologues, nous sommes en train de voir pour accréditer des équipes de plusieurs disciplines et voir même comment valoriser les autres professionnels aujourd'hui non éligibles à l'accréditation, par exemple pour votre profession, les manipulateurs radio, et on aura l'occasion d'en reparler. Comme nous sommes persuadés qu'aujourd'hui l'accréditation des médecins et des équipes
est un des meilleurs dispositifs pour maintenir ses compétences et ses connaissances, nous travaillons à faire évoluer la démarche pour coller le plus aux exigences qui sont aujourd'hui rappelées par le professeur Serge Usan de la certification périodique. Alors, ça veut dire quoi en pratique, hein? Aujourd'hui, tel que les programmes sont conçus par chaque spécialité, l'accréditation permet d'actualiser les connaissances et les compétences et de renforcer déjà la qualité des pratiques. Et donc ça, ces 2 briques, comme c'est appelé dans la certification périodique, sont largement couvertes par les activités déjà définies dans les programmes de chaque spécialité, mais c'est juste organisé un peu différemment, comme on peut le voir sur la diapositive. Karine, merci de projeter la diapositive. Voilà. Donc effectivement, on voit bien qu'à chaque fois, on répond aux briques de la certification périodique, seulement pas tout à fait sur les 2 briques de la future certification dont a parlé le professeur Serge Usan, sur la relation patient et la santé des professionnels. Donc, donc il faut qu'on fasse absolument évoluer les programmes aujourd'hui portés par l'accréditation, donc des spécialités, pour arriver à coller au maximum et à faire converger au maximum ces deux démarches. Alors, on en a déjà discuté avec l'ensemble des spécialités, dont l'ODP-Sérim, et tout le monde, évidemment, voit l'intérêt de compléter les programmes. Alors, on va travailler, bien sûr, en lien, comme ça a été rappelé, avec les CNP, et selon la méthodologie qui va bientôt être publiée par la Haute Autorité de Santé au titre de la certification périodique. Et j'aime à rappeler ce qui a déjà été dit. Notre objectif est de ne pas faire et refaire aux professionnels déjà surchargés de travail des choses qu'ils font déjà. Nous voulons valoriser au maximum les activités qui vont répondre à ces exigences-là. Nous cherchons évidemment à minima à articuler l'accréditation des médecins avec la certification périodique et au mieux à obtenir une équivalence. Aujourd'hui, ça n'est pas une équivalence, mais en tout cas, il y a une articulation et ça a été rappelé. Et comme aujourd'hui, cette démarche reste pour nous, l'accréditation, bien sûr, je parle de l'accréditation, celle qui a du sens et apporte de l'amélioration des pratiques et de la sécurité. Nous en sommes convaincus à travers les différentes enquêtes de perception que nous avons pu faire et que nous allons continuer à mener. On pense qu'il faut aller vers la simplification, donner du sens et rationaliser tout cela. Est-ce que je peux intervenir 1 minute pour dire que ce que vous avez dit est important? On ne veut pas rajouter des choses aux choses. Nous avions fait un sondage à l'Ordre des médecins en demandant aux médecins comment avez-vous l'impression d'effectuer votre formation. On a reçu, et ça aussi vous le retrouverez sur le site de l'Ordre, beaucoup d'actions, y compris des actions d'encadrement d'étudiants. Moi, je pense que chaque fois qu'on encadre un étudiant, on apprend beaucoup. Des réunions de concertation pluridisciplinaires, les registres, puisque vous savez que la FSM vient de valider 2 registres de radiologie correspondant à des actions importantes, et ça, c'est tout à fait, ça va dans le sens de la qualité, la participation à des essais. Donc, chaque discipline doit extraire un maximum d'activités qui participent de cette formation et que donc les médecins dont ils auront juste à justifier l'existence. Enfin, dernier point, je crois beaucoup à l'a priori de confiance. Si on commence à instaurer des demandes de documents certifiants pour les avoir, je peux vous dire que ça peut être difficile. Je crois qu'il faut aller vers la simplification, l'a priori de confiance, et de dire que les gens, un médecin qui dit « j'ai fait ça », et je tiens à votre disposition l'attestation de ça. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour déduire jusqu'à 15 000 € de dons aux associations, vous déclarez un chiffre et vous ne donnez de justificatif que si on vous le demande. Donc, ce que les impôts acceptent, ça serait bien qu'on l'accepte nous aussi. Très bien. Ce qui est intéressant, là, c'est que les 2 premières briques, elles sont relativement connues, les connaissances, les compétences, la qualité, ça rentre bien. Mais par contre, les 2 autres, en particulier les patients, c'est quelque chose de totalement nouveau. Donc, du coup, ce lien
Non, mais au niveau officiel. Ce lien entre rôle des patients, oui, bah si, parce qu'il y Si avait on vous recroise sur WhatsApp en disant « Ah, vous voyez bien, les médecins disent « Et ça y est, c'est nouveau, il faut s'intéresser aux patients. » Non, c'est pas Moi, ça vous que je dis. savez, j'ai eu des Je dis que directeurs la brique généraux de de la paix certification. qui arrivaient et un jour, il y en a un qui nous a redit pour la 6e fois « Je vais vous donner un conseil, mettez le patient au centre de vos préoccupations. » Je lui ai dit « Ça tombe bien, c'est génial. Jusqu'à présent, pour moi, c'était le phoque à poil dur. » Tous les amateurs de Pierre Dac reconnaîtront l'origine. Mais enfin, franchement, non, faites attention. Hein. On s'est toujours intéressé aux patients, Oui, mais on va le démontrer. Oui, mais c'est ça, c'est que ça n'apparaissait pas en fait. Alors, je peux le reformuler. Je recommence en reformulant. Ok, on reprend là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les 2 premières briques, donc la brique de connaissance et de qualité, elle est déjà ancienne, elles sont déjà connues par les professionnels, par les soignants. Par contre, c'est l'officialisation du patient au centre du soin qui est plus récente. Alors, du coup, ce lien entre rôle des patients et rôle des professionnels, professeur Ruzan, comment est-ce que vous le voyez et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que d'abord, j'ai vu et j'ai soigneusement pris en photo la diapositive de Madame Michelangeli. Voilà, vous voyez, mais c'est un test de mémoire, c'est bien, mais c'est facile. Hein, il manque plus que Merisi à la place de Michelangelo Merisi et on a l'histoire. Toujours est-il que je crois qu'il va falloir inventer et beaucoup consulter les patients sur ce qu'ils attendent, non pas sur des annotations, etc., mais sur quelque chose de positif. Et puis, soyons francs, j'ai appartenu, moi, par exemple, à une génération qui considérait qu'on avait de façon innée la relation avec le patient. On pensait aussi qu'on avait de façon innée le diagnostic. Heureusement qu'on a plein d'examens complémentaires aujourd'hui. Mais toujours est-il que je crois qu'il faut co-construire. C'est une démarche de co-construction qui va renforcer la confiance avec un certain nombre de partenaires, dont l'HAS, les CNP, les patients, les usagers, et puis de disposer aussi de l'expérience qu'il y a ailleurs. Mais la meilleure expérience, souvent, c'est celle qui correspond à notre population. Hein. C'est aussi ça qu'il faut construire. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. Et sur la santé du médecin, je vous réponds tout de suite, ça va être pareil. Il faut réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Quand je me suis exprimé devant une association de jeunes médecins il y a 4 ou 5 ans, ils prévoyaient une visite médicale. Alors qu'il y ait une visite, la médecine du travail, par exemple, n'existe pas vraiment chez les médecins, alors que ça serait quand même logique et utile. Je préfère pas que vous consultiez mon dossier de médecine du travail à l'université, il est vide. Donc ça au moins c'est clair. Mais c'est pas bien. Mais par contre, il va y avoir sur la santé au travail, ça c'est très important, cette réflexion co-construite avec les patients pour leur expliquer que quand il y a qu'un médecin doit aussi, pour être bon, s'être reposé comme le font d'autres personnes importantes. Voilà. On va co-construire. Docteur Michelangeli, du coup. Alors, la Haute Autorité de Santé a une expertise sur la qualité perçue par les patients. Nous, on a mis en place différents outils de mesure et de recueil de la perception des patients sur leur expérience de soins, au travers notamment d'un dispositif peut-être que vous connaissez qui se nomme ISATIS. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à disposition. On travaille sur les résultats de soins perçus par les patients au travers des questionnaires que l'on appelle les PROMS. On édite régulièrement des guides pour aider les professionnels à s'emparer de ces sujets-là. Donc, on voit bien que ça c'est en train de vraiment prendre sens. Je pense que la relation aujourd'hui avec le patient, elle est certes primordiale et au cœur de la prise en charge de qualité exigée par les patients. Et je peux d'autant mieux le dire qu'on a aujourd'hui un rapport qu'on va publier sur une analyse de plus de 2 millions de commentaires libres de patients au travers de ce dispositif ISATIS et qui nous rappelle et qui nous dit que leur attente, c'est une bonne relation qui contribue à des soins de qualité. Et ça, je pense que très clairement, c'est quelque chose qui va répondre à la demande. Soyons francs, c'est le contraire qui nous aurait surpris. Oui, les soins mauvais, de mauvaise qualité,
j'ai une liste. Mais... Non, mais la bonne relation, aujourd'hui, au travers de ces 2 millions de commentaires, hein, de lignes de commentaires patients, ils nous le disent. Quand ça ne va pas, souvent, c'est parce qu'il y a une mauvaise relation, alors que le soin est bon. Je peux en témoigner, moi, par la gestion des plaintes des patients. Il sera intéressant de voir aussi les plaintes des patients, de quoi se plaignent les patients. Et des fois, c'est surprenant de voir que le patient dit « Écoutez, je pense qu'il a fait tout ce qu'il pouvait, mais il m'a exprimé les choses de telle façon que c'était insupportable. » Et Jean-Nicolas, du côté EDPC-RIM, Alors, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Je vais essayer de ramener un petit peu le débat, quitte à être un petit peu dissonant avec les propos précédents, sur le terrain de la radiologie. Parce qu'aujourd'hui, en radiologie, les pouvoirs publics, les autorités nous incitent beaucoup à dématérialiser cette relation médecin-patient, ne serait-ce que par la pratique de la téléradiologie, qui est mise un petit peu à toutes les sauces, dont je ne suis pas personnellement un grand amateur. Je vous le dis simplement pour préciser le cadre. Moi, j'ai une formation qui n'est très, très clinique, et donc je suis un radiologue un petit peu atypique, mais effectivement, on sent bien avec nos élèves, notamment dans les centres universitaires, que la relation du radiologue avec le patient n'est pas forcément ce qui est mis au centre de la question. Donc, je crois que cette brique que vous avez appelée ainsi, de la relation avec le patient pour ce qui est de la formation des radiologues et de la pratique des radiologues, c'est un véritable défi. Maintenant, moi, je suis ravi qu'elle apparaisse à ce niveau dans la recertification, parce que inévitablement, elle devrait faire évoluer les pratiques. Voilà, c'est mon avis. J'aimerais bien avoir vos commentaires sur ce point. Alors, peut-être juste ce commentaire que je peux faire au travers, parce que c'est aussi quelque chose qui nous a été un peu, voilà, qu'on a pu analyser au travers ces fameux millions de lignes de commentaires. C'est toujours, en fait, la façon dont, aujourd'hui, ce que les patients nous disent, le médecin va venir sur l'information, sur la transparence, sur la réponse à leurs questions, sur la bienveillance, sur juste demander. Voilà, c'est plus là. Et donc ça peut malgré tout se faire à distance. Moi, je ne vois pas d'opposition. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas faire à distance. En tout cas, on n'a pas relevé de frein à cette distance, même si ça n'a pas été très clairement, évidemment, posé comme question. Alors là-dessus, je pense qu'on ne va pas régler la question ce soir, mais à distance, je dois dire que, par exemple, quand j'ai dirigé un service, et aujourd'hui je pense que c'est la bonne chose, on n'annonce jamais un diagnostic à distance, surtout un diagnostic grave. Je préférais encore que ma secrétaire raconte, il n'a pas le résultat, vous venez le voir cet après-midi, il l'aura, alors que je l'ai déjà, mais peu importe. Je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire face à face et qu'il faut assumer son annonce. Et que parfois, il faut savoir laisser sortir les gens de la pièce et ensuite revenir. Je crois que, par exemple, nous, en cancérologie, on a eu un énorme progrès qui a été la consultation d'annonce, c'est-à-dire où vraiment on formalisait un certain nombre de choses et où on avait droit à une consultation longue. Le principal défaut d'une consultation, c'est sa durée insuffisante. Ça, je peux vous dire que vraiment, il y a un lien. Là, je n'ai pas besoin de faire de coefficient de corrélation, j'en suis sûr. Alors, il ne faut pas non plus rester 1 heure, mais il y a des temps minimums pour expliquer, digérer, dire, écoutez, je vais voir une autre patiente, mais si vous voulez, je vous revois après, réfléchissez à votre question. Je reconnais que moi, je demandais à mes patientes d'écrire leurs questions quand elles y pensaient chez elles, ce qui fait que quand elles arrivaient, elles avaient déjà les questions. Eh bien, c'est tout ça, sa démarche. Alors, il y a quand même à la fin une démarche qui est strictement personnelle. Les patients veulent tout comprendre, mais je peux vous dire que moi, qui ai fait de la cancérologie pendant les 20 dernières années de ma vie, la question à la fin, c'était « Qu'est-ce que vous feriez si j'étais votre mère ou votre sœur ?» Enfin, ça a évolué d'ailleurs au fur et à mesure de ma carrière. J'étais votre mère, puis votre sœur, ensuite votre fille. Mais toujours est-il qu'à la fin, il y a quand même ça. Et lorsque le patient vous dit ça, c'est qu'en fait, pratiquement, vous avez bien mené votre… Mais il n'en reste pas moins qu'on a des jours où on n'est pas bon. Il ne faut pas fantasmer.
Il y a des jours où on ne va pas être bon et il vaudra mieux dire, écoutez, j'étais pas en forme, j'ai peut-être été brutal, il vaut mieux qu'on se revoie, etc. Et il faut savoir, et tout ça, il va falloir l'expliquer. Et peut-être, si je peux me permettre, si j'ai juste Oui, deux mots, oui. parce que par rapport à la question aussi de Jean-Nicolas Daché, c'est aussi à l'accréditation. Aujourd'hui, dans l'analyse des événements indésirables associés aux soins, on promeut une analyse collective. Et ça, c'est la démarche équipe et ça marche très bien. Et aujourd'hui, on veut aller un cran plus loin et on encourage à aller voir le patient à qui, d'ailleurs, on doit annoncer qu'il a un dommage, un événement indésirable. Donc, on doit lui faire, le voir et lui faire cette annonce. Et ben, il faut en profiter pour en plus lui demander ce que lui, il a vu et qui va venir compléter l'analyse par les professionnels de cet événement indésirable. Et comme ça, on peut aussi recréer cette relation patient. Et c'est une façon, au travers d'un quelque chose qui est négatif, puisqu'un événement indésirable, c'est négatif, de recréer de la confiance et d'en faire quelque chose de positif. Jean-Nicolas. Mais à propos de la radiologie, j'ai eu un exemple là d'un patient qui écrivait, qui disait écoutez, j'ai eu mon examen le vendredi à 17 h et on m'a dit que le compte-rendu serait envoyé à mon médecin. Bon, je suppose que c'est pas possible que le radiologue voit tout de suite. Et puis en plus, il y a peut-être une discussion avec le médecin. Enfin, toujours est-il, il lui dit voilà, le compte-rendu sera. Alors voilà, au revoir et bon courage. Et le mec me disait, s'il m'a dit bon courage, c'est que, en fait, il savait très bien le résultat parce qu'il se doute bien que le manipulateur, lui, il sait un peu de quoi il retourne, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi de l'asepsie verbale qu'il va falloir, je ne sais pas s'il y a du gel hydroalcoolique pour les choses à ne pas dire ou à dire d'une certaine façon, mais il va falloir aussi donner un abécédaire de ça. Mais tout ça, mais ça n'empêche pas, ça n'empêche pas de faire des conneries. Pour prolonger cette discussion, enfin, évidemment, le Collège d'enseignement en radiologie de France est mobilisé fortement là-dessus, et ça fait partie d'un des thèmes très forts de formation des internes, des jeunes générations. Et Jean-Nicolas, tu vois que ça, même si ça peine encore à peut-être distiller, je pense que ça participe. J'ai bien aimé aussi le thème en équipe. Et alors en radiologie, M. Usan, on a l'habitude de dire la pré-annonce radiologique. Moi, dans mon expérience, j'ai l'impression que ça participe d'un parcours coordonné. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'oncologue va dire, que je ne dis pas, mais en revanche, le patient comprend très bien. Et à l'inverse, j'ai des patients qui me posent des questions en disant « mais j'ose pas le poser à l'oncologue parce qu'il a déjà tellement de choses à me demander. Et par contre, moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va m'enlever mon porte-à-4, etc. » Et je trouve que cette approche dont parlait le docteur May Michelangeli d'un raisonnement en équipe, on peut très bien le voir aussi autour de la relation patient. En tout cas, ça fait naître plein de thèmes nouveaux. Alors, pour terminer, peut-être Jean-Nicolas, toi qui as la vision FMC DPC, et puis maintenant avec l'accréditation des équipes, et puis maintenant la certification, quelles évolutions? Allez, dans 3-4 ans, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il y a des remontées à faire au conseil stratégique? Comment on va faire? Oui, merci Alain. D'abord, je suis assez optimiste parce que clairement, on sent au fil des années, ça fait quand même, l'ODPCRIM, il n'est pas tout récent, il a maintenant quelques années de vie, on a eu un petit peu de mal à démarrer, on nous regardait un petit peu comme des bêtes sauvages au départ, les termes n'étaient pas compris, connus de nos collègues professionnels. Aujourd'hui, c'est différent. Quand on dit DPC, on a l'impression que beaucoup de gens comprennent. Ce n'était pas le cas, je peux vous l'assurer, il y a 5 ans, ça c'est sûr. FMC, c'est un peu différent parce que c'est un terme qui est employé depuis très, très longtemps. Et maintenant, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que les collègues commencent à comprendre l'évaluation des pratiques professionnelles. Et finalement, au cours des années récentes et avec les expériences qu'on a pu faire autour de certains sujets, comme l'utilisation des anticoagulants en radiologie interventionnelle ou la radioprotection ou le scanner cardiaque et coronaire, je vous prends quelques exemples, il y en a bien d'autres. On a transformé un petit peu nos apprenants, nos collègues qui sont là pour améliorer leurs connaissances. On les a un petit peu transformés et on les a incités à eux-mêmes se former, c'est-à-dire à eux-mêmes faire un retour sur leur activité. C'est-à-dire, c'est un petit peu la définition telle que je la considère en tout cas de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et à ma surprise, ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que
quand on délivre un enseignement et qu'on demande aux collègues de retourner dans leur centre hospitalier, dans leur clinique ou dans leur cabinet et appliquer les principes et puis nous retourner des examens appliquant ces principes-là, finalement, on s'aperçoit que ça ne marche pas si mal et que les retours sont très, très positifs. Donc, je serais plutôt optimiste quand même sur l'avenir de toutes ces procédures. Alors, juste pour finir, pour l'instant, la participation des patients, il faut encore un petit peu l'inventer. Aujourd'hui, elle est au stade de la FMC. Dans les journées françaises de radiologie, par exemple, de plus en plus, on voit des patients qui viennent intervenir, raconter leur expérience. On apprend beaucoup de choses à les écouter. C'est vrai qu'on n'en est pas encore arrivé, je crois, à la phase ultime de la participation des patients telle qu'elle est probablement rêvée par les concepteurs. Et je crois que Serge Usan voulait intervenir. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les patients ont aussi à se former. Parce qu'on ne devient pas patient, parce qu'aujourd'hui, on voit les termes de patient expert, c'est-à-dire que le médecin ne le serait plus, mais le patient, oui. Bon, alors je suis sûr que certains patients sont experts dans leur domaine. Je vois par exemple les patients diabétiques, etc. Eh bien, ils deviennent experts. Nous avons un diplôme universitaire pour les patients pour faire de l'accompagnement en cancérologie. Ils accompagnent d'autres patients, etc. Mais c'est un diplôme qui dure plusieurs semaines avec des stages, etc. Donc, on va aller vers une amélioration conjointe. Quand je parle de co-construction, j'y crois vraiment. Ce n'est pas un terme générique pour la suite. Et en tout cas, les radiologues, grosso modo, allez, un moment de plaisir n'est jamais mauvais à prendre, finalement, ont quand même un respect des procédures qui est inscrit de plus en plus dans leur mode de fonctionnement. On le voit très bien dans les comptes rendus, et ça se traduit dans les comptes rendus, dans l'analyse des choses, etc. Et que le côté la médecine est un art, c'est peut-être de l'art, mais c'est de l'art moderne avec beaucoup de choses bien structurées. Et beaucoup de science. Et beaucoup de science, hein, oui. Écoutez, sur ces messages optimistes, il reste à donner la parole au professeur Aubé et à Pascal Sellier pour une conclusion, mais merci encore d'avoir participé à cette table ronde très riche de RADNIM et qui nous projette vers un meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. À l'écoute de ce deuxième webinaire, effectivement, moi, j'ai retenu deux choses, en fait. D'abord, c'est une démarche qui est très vertueuse, ça a été dit au cours de ce webinaire. Elle provient des professionnels, c'est les professionnels de santé qui veulent contrôler leur formation, assurer leur formation, leur accréditation, leur certification. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement valorisant et c'est quelque chose qui se veut vouloir conserver la confiance que nous font les patients et les usagers d'un système de soins. Ça, c'est la première chose que je retiens. Et la deuxième chose, mais je pense que Pascal Sellier, en tant que représentant des patients, pourra en parler mieux que moi. Moi, je me réjouis de voir que parmi les 4 briques qui vont constituer la certification périodique, en fait, il y en a 2 qui apparaissent comme nouvelles, alors qu'en fait, elles sont le cœur de notre métier. C'est le patient. Le patient, c'est le cœur de notre métier. On a tous fait médecine pour s'occuper du patient. C'est notre préoccupation principale. Et là, le voir apparaître dans la certification de façon officielle et même centrale, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel et de très rassurant quant à l'évolution de notre métier. Et puis, il y a la santé du médecin qui apparaît aussi. Et finalement, là, c'est moi, en tant que médecin, qui suis rassuré de voir qu'on se rend compte qu'il faut que j'ai les moyens d'exercer mon métier correctement et de ne pas être mis en difficulté, parce que c'est en exerçant bien mon métier que je prendrai bien en charge les patients qui me font confiance. Et je laisse Pascal Sellier avoir le mot de la fin, puisque le patient est vraiment au centre de cette certification.
Oui, c'est tout ce qui vient d'être évoqué dans ces différentes interventions va dans le bon sens. Et d'une part, pour reprendre ce que vous venez de dire à l'instant, le médecin est aussi un patient en puissance. Il a le droit de tomber malade. Donc, moins il tombera malade et mieux il sera en bonne santé et plus il sera disponible pour ses patients. Donc, on est tout à fait dans un gagnant-gagnant. Et la deuxième chose qui va de soi, mais qui parfois est rendue difficile par les déserts médicaux, par le manque de disponibilité, par parfois les comportements des patients qui ne sont pas tous parfaits, c'est de se souvenir et de mettre en pratique le fait qu'on parle d'abord à une femme ou un homme et on ne parle pas à une maladie. On parle à quelqu'un qui souffre, c'est le sens latin du mot patient, et qu'il a donc besoin d'être rassuré et en tout cas, à minima, informé. Et donc, cette co-construction de la relation entre patient d'un côté et professionnel de santé de l'autre, parce que quand je parle de radiologie, je pense aussi aux manipulateurs, qui sont aussi le premier contact du patient, même si l'explication et l'analyse du cliché sera fait évidemment par un radiologue. Déjà, on crée un climat de confiance qui va vraiment là aussi dans l'intérêt de deux parties. Et tout ce qui vient d'être dit va vraiment dans le bon sens de cette co-construction de la relation patient-professionnel de santé.